bombé, un effectif où le nombre qui ne sera pas bien maîtrisé dans les établissements, mais en fait, ce n'est pas la qualité qui va diminuer. Peut-être on parlerait de... Alors comment le privé va gérer la chose. On se pose des questions, la fonction publique, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle doit attendre que du genre construire de nouvelles écoles? Parce que là, nos écoles ici seront vraiment remplies et je ne vois pas comment... alors pour que nos... Bonjour chers internautes, bienvenue à votre programme que vous suivez d'habitude. Aujourd'hui nous allons parler de la gratuité de l'enseignement de base. Vous le savez, depuis qu'il est au pouvoir, il a instauré la gratuité de l'enseignement de base. C'est Félix Tshisekedi, le 5e président de la République démocratique du Congo. Mais cette gratuité de l'enseignement a compromis l'éducation des bases même en République démocratique du Congo. C'est autour de cette thématique que nous allons discuter avec notre invité ici sur le plateau. Il va nous apporter les éléments de réponse, les propositions, afin que la qualité de l'information puisse contribuer à la création des élites qui vont demain diriger ces pays, la République démocratique du Congo. Lui, on l'appelle ambassadeur. Il est enseignant à l'UNIKIN. Il travaille aux ambassades, il donne cours de français et consorts. C'est avec lui que nous allons débattre autour de ce thème. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Je me présente un peu. Je m'appelle Neville Loubaki. Je suis professeur de langue, qualifié en enseignement de français langue étrangère. Voilà, avec une maîtrise de français adapté aux expatriés. Voilà, dans les ambassades, on passe des fois et voilà. Voilà. Vous allez essayer un peu de hausser le ton pour que nos internautes vous suivent très près. Alors, quel est votre avis par rapport à la gratuité de l'enseignement de base instaurée par Félix Tshisekedi? Oui, mais avant de répondre à cette question, j'aimerais recadrer un peu les choses. La gratuité de l'enseignement primaire aujourd'hui, ce n'est pas nouveau en fait. Ce n'est pas un fait nouveau. Nos enfants étudiaient jadis gratuitement. Et Félix Tshisekedi, le président actuel, il n'a fait que remis le train sur les rails. Donc c'est pas nouveau. Donc si vous allez vous référer aux années 80, à l'époque où le maréchal Mobutu était encore au pouvoir, l'école primaire était toujours gratuite. C'est bien après un temps, après le pillage et consorts, les choses ont un peu dégradé. Mais voilà, ce n'est pas nouveau. C'est un fait qui date jadis d'une trentaine d'années passées. Voilà, ce n'est pas nouveau. Alors, comparativement, peut-être à la gratuité de l'enseignement instaurée par les anciens présidents et celle de Félix Tshisekedi, voyez-vous pas qu'il y a beaucoup de points de convergence? Oui, mais c'est le même concept. Gratuité de l'enseignement, c'est ce que j'ai dit. C'est le même concept. Hein. C'est la même réalité. Hein. J'étais en train de suivre un de nos aînés de l'UPEN, monsieur, si je pourrais peut-être me permettre de citer son nom, Zachary Bamaba, ce qui a dit. Lui, fils d'un militaire, il a étudié gratuitement à l'époque au camp Kokolo. Bon, voilà. C'est un fait qui... Alors, le même effet, hein, en fait, le même geste hein, appelle en fait, la même réaction. En fait. Il n'y a pas quelque chose de nouveau dans ça. C'était, je pense, oui, comme je l'ai dit tantôt, à l'époque de Mobutu, où les élèves, nos enfants étudiaient gratuitement. Alors, ce n'est pas aujourd'hui, on doit se donner. Non, c'est pas ça. Hein. Rien n'a changé, c'est peut-être la bonne volonté politique de Tshisekedi qui est là. Bon, voilà. Rien n'a changé, l'éducation de base a été gratuite en République démocratique du Congo depuis les années, mais seulement elle a été interrompue à un moment et le président de la République actuelle a instauré de nouveau la gratuité de l'enseignement de base. Alors au début de cette instauration de la gratuité de l'enseignement, il y a eu beaucoup d'écoles
qui n'ont pas fonctionné, qui n'avaient pas de frais de fonctionnement. Il y a eu des écoles qui ont grévé. Il y a eu des parents, plutôt des enseignants qui cherchaient à ce qu'ils soient les nouveaux enseignants qu'on appelle le NU, dans les nouvelles unités, qui cherchaient à qu'ils soient mécanisés, matriculés, afin qu'ils touchent leur salaire comme tout le monde à la banque, chose qui n'a pas été faite ou ce qui est en cours jusque-là. Alors, les éléments là de la grève, par exemple, des enseignants, n'a-t-il pas compromis la qualité de l'enseignement? Oui, non, mais on ne pourra pas parler de la qualité de l'enseignement qui sera compromise, non. Les mêmes enseignants sont là, avec le même diplôme, avec les mêmes qualifications. Alors, il n'y a rien de changé. Peut-être que je pourrais aborder dans le sens où les écoles seront vraiment, où les salles seront bombées, un effectif où le nombre qui ne sera pas bien maîtrisé dans les établissements, mais en fait, ce n'est pas la qualité qui va diminuer. Peut-être on parlerait de alors comment le privé va gérer la chose, parce qu'au risque que le privé s'évide et que tous les enfants courent vers les écoles publiques, alors dans ces cas-là, je pense que l'État devait prendre la chose à la main. On va prendre les choses à la main et du genre construire de nouvelles écoles, parce que là, nos écoles ici seront vraiment, vraiment, vraiment remplies et je ne vois pas comment... alors, pour que nos enfants étudient dans les meilleures conditions, il faudrait pas plus de 50 enfants dans de petites salles. Non, ça ne marchera pas comme ça. Alors, la question n'est pas de perdre la qualité de l'enseignement. La question est que l'État, maintenant, doit faire très attention parce qu'il y aura un surnombre d'élèves dans les écoles. Parce que, bon, d'un côté, il y a la gratuité, de l'autre, il faut payer cher dans les écoles privées. Alors, le choix est très clair. Les écoles vont se voir vider. Alors, l'État devait prendre en fait, sa chose à la main. En fait, la gestion de la chose, en fait, construire de nouvelles écoles publiques, maintenir le salaire, parce que l'homme, c'est l'enseignant. Bien qu'on dise que l'enfant est au centre de son éducation, mais l'enseignant qui doit être motivé, c'est lui, en fait, en fait, entre guillemets, l'acteur principal de la chose. Quand un enseignant est motivé, je ne vois pas en quoi il va baisser le niveau de l'enseignement, en quoi la qualité va baisser, je ne vois pas. C'est plutôt à l'État de construire de nouvelles écoles. Parce que ce qui est très sûr, les privés vont se vider si cette situation se maintenait à 2 ans, 3 ans, 4 ans. En fait, il y aura bien évidemment cette situation qui va arriver. Voilà. Voilà, c'est à l'État de construire les nouvelles écoles pour que les privés ne se vident pas. C'est la proposition de notre invité. Mais on sait que sur Kabila, par exemple, Matata Ponyo qui dirigeait le gouvernement avait entre autres comme mission de construire par an 1000 écoles. On n'a pas vu ces écoles, on n'a pas vu les fondations qui sortaient du sol. Donc c'était un projet qui n'a pas abouti, les écoles n'ont pas été construites. Pensez-vous pas qu'il y a un problème de gouvernance? En fait, je voudrais recadrer un peu, revenir en arrière pour dire que je voudrais à ce que l'État construise les écoles, des nouvelles écoles, des jolis bâtiments, des beaux bâtiments qui puissent contenir un grand nombre d'enfants. Effectivement, pour que le privé se vide, effectivement. Ce n'est pas que les privés ne se vident pas. Alors, ce sera un constat, c'est très clair, comme je l'ai dit. Quand il y a ici la gratuité avec la même qualité de l'autre, il faut débourser beaucoup d'argent. Alors, c'est clair et net, le choix est très facile à faire. Que l'État construise des écoles, qu'il maintienne en fait, le salaire, le barème salarial de l'enseignant, et alors la qualité sera là, les privés vont se vider, tout le monde va courir vers le... Bon, c'est pas mon souhait en fait que les privés se vident, mais c'est un fait qui est tout à fait simple à voir. Hein. Bon, donc, partout dans le monde c'est comme ça, il y a le privé, il y a le public qui est gratuit, bon, et ça va de pair, hein, il n'y a pas de problème. Alors, sur votre question, votre dernière question... Par rapport à la construction des écoles. Donc, Matata Ponyo a promis de construire 1000 écoles par an, mais on n'a pas vu ça. Alors, dommage, parce que ici, quand on parle de l'élite, hein, c'est l'homme en fait, hein, l'homme qui
qui a cette triangulation en fait. Quand je parle de l'homme, l'élite, je vois quelqu'un qui a en fait le savoir-faire, hein, et le savoir-être, le savoir-savoir. Voilà, c'est ces trois éléments qui font l'élite. Le Congo a un problème d'élite. On n'a pas d'homme en fait, élite qui sort de l'université avec toute conscience. Alors, on vient de voir que le sang jouera cassé. C'est en fait le même fait. On a donné un petit paquet comme ça à un monsieur qui devrait construire des écoles. Aucune école construite, aucune sanction n'a été prise à l'égard des personnes qui ont marché contre la loi. Alors voilà les conséquences. Bon, espérons avec l'état des droits aujourd'hui, et un projet qui a peut-être l'année prochaine ou à quelques années après. Bon, c'est vrai qu'avec le virus aussi qui a menacé un peu la planète, alors je plains que cette situation ne s'améliore pas aussi vite. Hein. Bon, donnons un peu le temps à Fachi. Hein. Donnons-lui le temps, peut-être que dans 2 ans, 3 ans, pour voir les choses s'améliorer. Alors maintenant, cette fois-ci, il faudra trouver des gens honnêtes, hein, des gens qui peuvent faire avec le cœur, en fait, hein, prendre les choses à bras le cœur, pour qu'on ne tombe plus dans le détournement de l'argent qui a été distribué à... Comment s'appelle encore l'hôtel ici à AGB? Bon, l'argent qui sort de la banque, qui va dans des petits cafés de coin de rue, donc c'est pas intéressant. Alors, espérons qu'il y aura des gens honnêtes, hein, quand je parlais de l'élite, en fait. Hein, un ministre de tutelle, un ministre qui devrait construire, un ministre des infrastructures qui doit prendre les choses après le cœur pour que les choses se réalisent en bonne et due forme. Voilà. Voilà, donnons le temps au président Félix Tshisekedi pour qu'il redéfinisse les choses afin que l'éducation de base soit non seulement un slogan, mais aussi une réalité sur terrain, que nos parents ne puissent plus dépenser beaucoup d'argent pour la scolarité de leurs enfants. Alors, puisqu'on parle de la gratuité de l'enseignement, vous devez préciser, parce que beaucoup de gens pensent que quand on parle de la gratuité de l'enseignement, on voit que les frais académiques, les frais plutôt scolaires. Est-ce que les frais, par exemple, les frais techniques, les frais de TENAFEP, les frais de l'examen d'état, dissertation, sont inclus aussi dans la gratuité de l'enseignement ou bien c'est à côté? Ah, bon, je crois qu'il y a une subvention qu'on appelle en fait, le frais de fonctionnement au niveau des écoles. Il y a une subvention du gouvernement qu'on appelle, comme je l'ai dit tantôt, le frais de fonctionnement. Alors, les enfants, puisqu'il y a frais de fonctionnement, les enfants ne sont plus obligés d'acheter. En fait, ils ne devaient pas être obligés d'acheter de manuels tels que cahier de communication, journal de classe, des choses comme ça. Et bon, je ne sais pas trop dans ça, mais je ne suis pas sûr qu'il y a encore un poids qui pèserait sur les parents à ce niveau-là de l'école primaire. Mais gratuité, bon, tout n'est pas très gratuit. Il y a même le stylo, il faut acheter, hein, le stylo, le cahier, et ainsi de suite. Hein. Gratuité, pas de la tête aux pieds, non, pas ça. Mais je crois que le stylo, en fait, des fournitures scolaires, on doit en avoir en amont. Et après, bon, peut-être qu'on se posera des questions sur des petits frais comme frais techniques, frais de participation à l'examen, quelque chose. Mais je pense qu'au fait, il y aurait une petite contribution dans ce sens-là. Mais je devrais peut-être m'informer, mais je crois que dans ce sens-là, j'ai déjà entendu dire qu'il y avait quelques sommes qui devraient être payées pour la participation au TENAFEP, quelque chose comme ça. Mais ce ne sera pas un poids qui pèserait sur les épaules des parents. C'est juste un petit montant insignifiant pour dire, bon voilà, les enfants ont essayé de contribuer à ça, mais la gratuité, elle est là, et on n'a plus à faire de commentaires sur la gratuité parce que c'est le train qui s'est remis à rail. On n'a rien créé, les concepts existaient, la pratique, au fait, la faisabilité était là. Bon, aujourd'hui, on revoit la chose. Bon, félicitations à Fachi. Bravo à lui, en fait. Voilà, bravo à lui, mais la reprise des cours au niveau de l'EPSP est prévue aussi pour le 10 août de l'année en cours. Mais seulement, il y a certains enseignants des écoles publiques qui disent qu'ils ne vont pas reprendre les cours aussi longtemps qu'ils ne soient pas mécanisés par l'État. Parce qu'à l'époque, ils touchaient leur salaire régulièrement, mais là, les parents payaient. Les parents payent et ensuite, eux sont aussi payés.
Mais là, c'est l'État qui prend tout en charge. Et les nouvelles unités là, quel est leur sort? Ah, la question sur le NU date de très longtemps. Aujourd'hui, je pense que si ce n'est pas, si je me trompe pas, hein, si ma mémoire ne me trahit pas, en fait, c'est quelque chose qui date déjà d'une décennie, hein, presque une décennie. Alors, on se pose des questions. La fonction publique, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle doit attendre que le Parlement vote un budget, hein, au niveau de l'enseignement pour qu'il mécanise les nouvelles unités? Bon, ça c'est une question un peu peut-être technique au niveau de la fonction publique. Mais déjà, il y avait un mouvement de ces gens-là. Alors, mais en parlant de la reprise des cours, alors ça, au niveau de l'école primaire, en fait, je prends cette question de manière générale. Alors, je suis pas trop chaud sur cette décision-là. La reprise des cours, on ne sait pas, le calendrier va basculer comment. Maintenant, c'est presque à la fin de vacances dans la normalité. Alors, les cours vont reprendre. On parle de 1 mois de rattrapage. Les enfants sont restés 4 mois à la maison. C'est pour une première, hein, un très long congé. Les enfants, quand ils font 2 mois à la maison, ils reviennent avec beaucoup de tâtonnements. Alors, maintenant, c'est 4 mois. Alors, ils doivent faire 1 mois de cours. Je me pose 1001 questions autour de ça. Alors, cette lenteur qu'il y a dans l'esprit, dans les esprits maintenant de nos enfants qui ont joué pendant 4 mois, alors je ne les vois pas vraiment prêts à revenir dans la chose et direct 1 mois passé le TENAFEP. Bon, cette question, alors, je ne sais pas si ce n'est pas une question pour remplir les poches de certains ministres ou organiser et puis bon, garder un peu la caisse à la maison. Ben, je ne vois pas pourquoi on doit bousculer les enfants à faire l'examen. Alors, imaginons un peu, hein, si on doit rester dans une certaine logique. Un enfant qui se voyait en 5e, qui était en 5e primaire, avec son voisin de 6e primaire, mais il voit son voisin partir et lui il reste à l'école. Alors c'est drôle ça. Alors on se pose des questions, il y aura des nouvelles inscriptions en 6e année primaire de l'année prochaine, où les salles vont rester vides. Alors certains ont connu 1 an de retard, alors d'autres ils passent à autre chose. Alors première secondaire, on va voir les classes de première secondaire bombées d'un grand effectif parce qu'ils ne vont pas bouger l'année prochaine. Alors, on se pose 1001 questions, mais pourquoi cette décision de laisser les autres et courir vers le TENAFEP et... Bon, je ne vois pas. D'abord, la première chose, c'est la lenteur de l'esprit, parce qu'un enfant qui a joué 4 mois, il doit revenir pour 1 mois de cours accélérés et passer au TENAFEP. Ça ne m'inspire. Je ne comprends pas comment ça va se passer la chose, mais je ne suis pas vraiment dans ça. Hein, je ne suis pas vraiment dans ça. Et si ces autorités qui veulent faire les choses de cette manière-là veulent remplir leur poche parce qu'ils sont restés 4 mois hors circuit, bon, je ne sais pas. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de valeur dans ça. J'aurais préféré que l'année soit déclarée complètement blanche, que l'année prochaine les choses reprennent normalement, parce que ce n'est pas une situation locale ou nationale, non, c'est une situation qui a traversé les frontières. C'est partout dans le monde où on vit la situation. Mais pourquoi ils sont là pour bousculer les choses? Non mais écoutez, c'est bon. Je suis vraiment contre l'idée de vouloir reprendre les cours 1 mois, organiser TENAFEP et machin. Alors ça c'est faire des choses à la précipitation, à la va-vite en fait, comme on dit. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait du sérieux dans ça. Voilà, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous avez suivi M. Neville, que nous appelons ambassadeur. Nous avons parlé de la gratuité de l'enseignement qui pourrait compromettre l'éducation. Il a donné les éléments de réponse. Vous l'avez suivi certainement religieusement. Et je pense que de là où vous nous suivez, en France, aux États-Unis, partout dans le monde, vous êtes édifiés de ces éléments de réponse. Votre mot de la fin, un message par exemple particulier à lancer à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Peut-être aussi passer votre numéro de téléphone pour les internautes qui chercheront à vous contacter pour plus de précision par rapport à tout ce que vous venez de détailler ici au cours de cette émission. Bon, le mot de la fin est que bon, je ne sais pas, le conseil, ça se paye normalement, comme on le dit.
Mais nous avons l'habitude de dire conseil gratuit. Bon, c'est pas un conseil. Est-ce qu'on peut... Oui, on peut conseiller n'importe qui. Alors, je demanderai à notre cher président actuel, en fait, je parle là de Félix Tshisekedi Tshilombo, le président, de bien faire attention à son entourage, à ses conseillers surtout, hein, de voir un peu comment les choses ont marché avant et qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses ne reviennent pas, hein, de manière qu'on a connue ici avec ces gens qui ont essayé de rendre statique le développement du pays. Alors, en fait, c'est à lui de voir un peu comment il va gérer les choses. Alors, bon, je connais, c'est un homme de terrain. Il doit vraiment bousculer tout le monde à travailler. Tout le ministère, en fait. Hein, je suis même très satisfait parce qu'il y a une multiplication de réunions de gouvernement. Il y a toujours réunions de gouvernement, réunions de gouvernement. Alors, ça, c'est une bonne chose. Alors, il doit vraiment avoir l'œil sur tous les ministères, tout le fonctionnement du système parce que après... Hein, si les choses ne réussissent pas à bien avancer, c'est l'opprobre qui s'est rajouté sur lui. Alors pour ne pas arriver là-bas, il doit vraiment avoir un œil dans tous les secteurs. Hein, dans tous les secteurs, maintenant on parle de l'éducation, on a parlé de la santé, on parlera de la justice, on parlera un peu de tout, donc voilà. Sinon, moi, je n'ai pas vraiment été pour la décision de la reprise, comme je l'ai dit tantôt. Bon, laissons les choses, laissons le temps au temps. Bon, on va voir comment peut-être les choses vont évoluer prochainement. Mais bon, voilà, aujourd'hui, je peux m'arrêter là. Mon numéro de téléphone, c'est... je le donnerai en privé pour les gens qui veulent me voir ou me contacter. Ils n'ont qu'à voir le site de l'émission. Et puis voilà, contacter l'émission. Ils vont me rappeler pour quelques questions, suggestions, un peu dans ce genre-là. Voilà, merci à vous d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation. Et chers internautes, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes à la fin de l'émission. Nous disons merci à notre boss John Simao depuis Suisse qui nous suit déjà. Et je pense que dans les prochaines heures, nous allons revenir avec vous pour vous parler d'un nouveau sujet qui concerne la République démocratique du Congo et le monde. Moi, c'est Gilbert Ngonga, le Socrate de la presse. Je vous dis au revoir.